Bonjour à tous, Simon Audienne. Donc je suis ingénieur en cybersécurité et actuellement, je suis en mission, chez Veolia depuis, quelques mois, donc c'est assez récent. Aujourd'hui, je vais vous présenter, un sujet donc qui est la sécurité dans le cloud. J'ai eu l'idée de ce sujet car, notamment, chez Veolia, c'est un client qui, je pense, est l'un des pionniers dans l'adaptation, du cloud, du moins à minima en France, je pense. J'ai pas fait toutes les vérifications, mais, c'est un client qui est, a une très, très grosse, migration sur le cloud et quasiment en full cloud, puisqu'aujourd'hui, on utilise principalement des solutions, comme GCP et AWS, pour toutes les activités, que ça soit applicatives, ou même dans les activités de bureautique. Donc c'est pour ça que du coup j'ai eu l'idée de faire un sujet sur la partie cloud et du coup dans mon domaine la sécurité et donc de vous présenter ça aujourd'hui. Alors la présentation va s'accentuer selon 5 points. Tout d'abord, je vous ferai une rapide introduction sur le cloud, sur qu'est-ce que le cloud computing, de manière assez brève, les différents types de cloud qui existent et j'introduirai aussi la notion de responsabilité partagée qui est très importante, juste notamment en sécurité. Ensuite, on abordera donc quelques risques du cloud que j'ai pu identifier. Je ne les aborderai pas tous ici, il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est ceux que j'ai identifiés comme étant les plus importants. Ensuite, je vous présenterai plusieurs bonnes pratiques et méthodes pour sécuriser votre cloud et notamment une présentation d'une architecture type pour se sécuriser. Ensuite, je terminerai par 3 points pour conclure et histoire d'avoir les idées à retenir de cette séance. Et enfin, on finira par une session de questions-réponses. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que le cloud? Donc, le cloud, c'est quoi? Donc, c'est un modèle de service en fait via Internet. Le but, c'est de pouvoir accéder à des ressources, donc que ce soit des serveurs, des applications ou du stockage de données. Et cela donc complètement à distance, sans avoir en fait une infrastructure et des serveurs hébergés directement chez soi ou en tout cas dans votre entreprise. C'est un système donc dit en anglais de pay as you go. Donc en gros, c'est du paiement c'est du l'utilisation et paiement à la demande et à l'utilisation. Donc en fait, vous ne payez que ce que vous consommez. C'est la grosse, on va dire, idée du cloud et le gros point positif, on va dire, du cloud. Et donc voilà, donc les 3 grands points, donc la flexibilité, le fait que vous puissiez en fait utiliser et installer et monter des machines virtuelles, donc des serveurs ou peu importe ce que vous avez besoin très facilement, de payer donc que ce que vous consommez et de pouvoir et d'avoir une scalabilité importante. Donc la scalabilité en fait, c'est le fait de pouvoir augmenter ou réduire la taille de votre infrastructure ou du nombre de serveurs que vous avez en fonction de votre besoin en termes de calcul, ou si par exemple vous avez un gros pic de clients, de pouvoir répondre à cette demande en augmentant le nombre de serveurs pour y faire face. C'est ça l'idée. Donc maintenant les types de cloud. Donc là on va aborder déjà la partie donc service en tant que tel. On en dénombre, on va dire, trois principales. Il y a d'autres termes qui se rajoutent de plus en plus ces derniers temps en fonction du type de service, mais on va dire que dans l'idée on en a trois principaux. Donc qui sont donc le SaaS, le PaaS et le IaaS. Donc si on reprend dans l'ordre par exemple du petit schéma qu'on a juste à droite là, dans l'idée en fait vous avez donc ce qu'on appelle la partie front-end. Donc en fait ça va être votre application, ce que vous allez vraiment voir sur votre donc là votre mobile, votre navigateur web, votre PC, n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment la partie cliente, vraiment ce que vous voyez. En dessous, on a donc la partie SaaS, donc l'application en tant que telle. Donc ça va être le code, ça va être les services qui vont être hébergés. Et donc ça, déjà en cloud, vous avez donc des services proposés par différents providers qui vont vous permettre de vous leur demander, par exemple, je veux, je sais pas moi, euh, par exemple du stockage. Non, pas du stockage, pardon. Par exemple, on a le cas, par exemple, d'un Active Directory. C'est un des services qui aujourd'hui est proposé. Et ben, en gros, vous voulez pas avoir besoin de monter une machine Windows pour pouvoir installer et administrer votre Active Directory. Et ben là, vous pouvez par exemple directement demander à Microsoft ou à AWS de directement vous créer euh, un service Active Directory et vous aurez juste à le manager après par la suite pour pouvoir l'utiliser. Vous n'aurez pas besoin de gérer toute la partie sous-jacente.
Ensuite, donc du coup, la partie juste en dessous, c'est la plateforme, donc le PaaS. Donc là, en fait, l'idée, c'est de fournir un système d'exploitation. Donc, on vous fournit la partie hardware et ensuite, par-dessus, vous vous demandez, par exemple, bah, moi, j'ai besoin, par exemple, d'un système Windows, j'ai besoin d'un système Linux, un système Red Hat, selon vos besoins. Et donc, du coup, bah, le provider va vous fournir une machine avec le hardware qui va bien et en plus, le système d'exploitation dont vous avez demandé. Donc, vous n'aurez pas besoin de réinstaller après le système d'exploitation par la suite. Et enfin, le mode IaaS, qui on va dire est presque le niveau le plus bas, en fait, où là, on vous met juste à disposition une infrastructure, donc des CPU, de la RAM, du stockage. Et donc là, après, c'est presque comme si vous étiez en ce qu'on appelle en mode bare metal, donc avec presque des serveurs physiques, sauf que vous êtes complètement virtualisé dans le cloud. Et donc là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, donc installer votre propre OS, le modifier comme vous le souhaitez et installer derrière les services et applications dont vous avez besoin. Donc voilà, ça c'est pour la partie donc service. On enchaîne ensuite donc avec ce qu'on appelle le partage de ressources. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai indiqué. Ça va être donc du coup la notion de comment est-ce que les ressources qui sont disponibles dans le cloud sont partagées. Est-ce qu'elles sont privées? Donc ça veut dire est-ce que vous avez un environnement qui est complètement dédié pour votre entreprise ou pour vous? Et donc là, avec par exemple une ligne de communication complètement dédiée entre vous et l'entreprise. Donc ça se fait par exemple pour des très grands groupes où il y a complètement une ligne internet qui est déployée entre les deux sites, entre le site du data center et votre entreprise. Et donc là, donc ça vous assure donc une plus grande sécurité et un plus grand contrôle, et vous avez les ressources qui sont complètement dédiées pour votre entreprise. Est-ce que c'est du public? Et donc là, par exemple, bah là, vous allez partager donc des data centers entiers avec plusieurs clients. Donc là, vous gagnez en flexibilité parce que si vous avez besoin, par exemple, de plus de machines ou une plus grande, ou vous avez une augmentation, enfin vous voulez faire grandir votre entreprise et donc vous allez avoir besoin de plus de ressources. Donc là, ça va être plus facile d'augmenter le nombre de serveurs que vous allez avoir besoin. Et ça a aussi un avantage en termes de coûts parce que bah, vu que vous partagez des ressources avec plusieurs clients, forcément les coûts vont être réduits. Et enfin, vous avez une notion donc d'hybride. Donc c'est un mélange entre du privé et du public. Et donc là, en fait, l'idée c'est plutôt en fait d'avoir une utilisation mixte entre du on-prem, donc des serveurs en interne qui sont hébergés chez vous, et une partie aussi qui est utilisée par exemple pour la partie en calcul, qui serait par exemple dans le cloud, et vous feriez votre stockage en interne par exemple. Vous pourriez avoir ce genre de choses. Donc, voilà. Maintenant, on va aborder donc la notion donc de responsabilité partagée. Donc c'est un point très très important lorsqu'on souhaite migrer dans le cloud et même après pour bien comprendre les différentes responsabilités que le client, donc vous, par exemple, vont avoir, et le fournisseur, donc le provider. Donc là, par exemple, c'est dans l'exemple d'AWS. Donc là, c'est une image qui effectivement vient d'Amazon, mais le principe est le même, que ce soit pour du Azure, pour du Google Cloud Provider ou même d'autres providers d'aujourd'hui. Le principe est exactement le même. L'idée, c'est qu'en fait, tout ce que le provider va mettre à disposition, il va en avoir en fait l'entière responsabilité. Donc les choses principales dont il va avoir la responsabilité, ça va être donc toute la partie donc hardware ou matériel, donc les serveurs en eux-mêmes, toute la partie câblage, réseau, interconnexion, le maintien de toute la partie matérielle, donc des bases de données, enfin des systèmes pouvant accueillir des bases de données, du réseau, tout ça. Le software, tout ça, ça va être à Amazon, donc AWS par exemple en l'occurrence, d'assurer donc que ça fonctionne toujours, donc la fiabilité, la sécurité. Donc ça va être à lui de s'assurer d'avoir toujours du matériel de pointe à jour et qui est sécurisé. Et voilà, donc ça c'est lui qui va gérer toute cette partie-là. Par contre, toute la partie qui est gérée par le client, lui, ça va être tout ce que lui va ensuite utiliser, installer et modifier en fait sur les services proposés par le cloud provider. Par exemple, vous décidez de, je sais pas, vous décidez de monter une instance cloud, donc par exemple une EC2, ce qu'on appelle chez AWS, donc en fait c'est une machine virtuelle, et ben ça va être à vous de gérer toute la partie sécurité de cette machine virtuelle, de gérer les règles réseau pour pouvoir accéder à cette machine virtuelle, de gérer toute la partie patching, donc de s'assurer que la machine est bien à jour avec les dernières mises à jour de sécurité, gérer les données qui sont dessus,
Attention, toutes les données qui sont hébergées sur le cloud, c'est pas le AWS qui va en être responsable ou un autre cloud provider, mais c'est bien vous qui en êtes responsable. Voilà, donc vous allez avoir tout ce genre de choses. Et donc là, on retrouve par exemple, donc côté client, donc la gestion des données, le chiffrement de celles-ci, l'authentification pour accéder à ces services, donc le chiffrement côté serveur, la gestion du trafic, et après derrière toute la partie protection des données, donc le chiffrement, l'intégrité et l'identification, la gestion du système d'exploitation, de la plateforme elle-même, et évidemment, enfin, en tout dernier, la gestion de la donnée cliente. Donc ça, c'est vraiment vraiment l'un des points fondamentaux à avoir en tête lorsqu'on fait de la sécurité dans le cloud, c'est de bien comprendre du coup la responsabilité partagée et qui a la responsabilité de quoi. Parce que sans ça, on peut penser des fois que on se dit que tout est dans le cloud, mais que du coup, bah, c'est bon, c'est Amazon, Azure, Google qui vont s'occuper de tout, et si jamais il y a un problème, bah, c'est à eux de gérer le problème, sauf que non, non. Il y a des choses qui sont bel et bien à la responsabilité du client, et ça, c'est très important de le savoir. Voilà. On passe maintenant donc au risque du cloud. Donc, je vais vous en présenter plusieurs. Donc, quelques risques. Donc, l'un des premiers est très important. Donc, c'est une architecture cloud inadéquate ou pas sécurisée en fait. On va avoir aussi une notion donc de manque de visibilité, de perte de contrôle, qui est vraiment induite par les nouvelles notions du cloud. Le fait d'avoir des vols de comptes et des API qui sont non sécurisés. Parce qu'on verra que vu que le cloud est très exposé, il y a plein de choses qui sont facilement accessibles depuis Internet et qui peuvent donc entraîner soit des vols, soit l'exploitation d'API. La potentielle perte de données et enfin, et à ne pas sous-estimer les menaces intérieures. Alors, concernant donc l'architecture cloud, quelques exemples donc de mauvaises configurations. Donc, comme j'avais commencé un peu à l'introduire juste avant, ça va être notamment donc des règles de pare-feu trop permissifs. Si vous ouvrez tout un tas de ports que vous n'avez pas besoin, ou vous avez certains services où normalement il faudrait éviter de les exposer sur Internet. Je sais pas, je pense par exemple à votre service de base de données. Vous n'avez pas besoin que votre base de données soit complètement exposée sur Internet, ou d'autres services comme du RDP pour accéder à distance à vos machines virtuelles si c'est du Windows. Ça, il faut absolument éviter par exemple de les exposer, ce genre de choses. Donc faire très attention à ce que vous exposez sur Internet. Et donc à restreindre au maximum en fait, et à ne laisser que ce qui est strictement nécessaire. Ça, c'est vraiment une notion importante, pour que en fait les seuls flux qui soient ouverts et qui communiquent selon les instances, entre les instances en interne et en externe, soient bien strictement nécessaires. Ensuite, la notion des clés de déchiffrement et de chiffrement qui soient stockées à un endroit différent de celle de la donnée. Ça, c'est extrêmement important parce que si jamais, par inadvertance, enfin, dans le cas où, imaginons, un attaquant arrive à accéder à la zone, à la machine virtuelle, par exemple, où sont stockées les données, et que bah, si c'est déjà introduit sur la machine et qu'il voit qu'il y a la clé de déchiffrement qui est stockée sur la même machine, bah forcément, ça va être très facile pour lui de pouvoir récupérer la clé et de tout déchiffrer en pensant que bah, c'est bon, vous êtes dit, tout est chiffré, pas de problème. Sauf que si vous laissez la clé au même endroit, bah forcément, ça sera très facile pour lui de récupérer les données. Faites attention aussi, et ça c'est très très important, j'ai pas mis le nom de tous les types de stockage existants, mais les stockages cloud donc non protégés et exposés sur Internet à tous. Ça, c'est un des gros problèmes qu'il peut y avoir avec le cloud, et l'un des points que les attaquants explorent assez vite. Et très souvent, lorsqu'ils voient que leur cible est hébergée sur un cloud provider, ils vont aller checker tous les buckets, donc Bucket S3, donc ça c'est le système d'AWS favori pour stocker de la donnée. Et il y a beaucoup, très très souvent, plein de buckets S3 qui sont exposés sur Internet, et malheureusement, assez souvent aussi avec des données intéressantes comme, alors, pas toujours des mots de passe et des identifiants, mais par exemple, vous allez retrouver notamment des clés API pour accéder aux API peut-être de la console AWS, ou accéder à des API qui vont permettre d'interagir avec certaines bases de données ou applications hébergées sur le cloud. Et ça, c'est une porte d'entrée incroyable pour les attaquants, et ils en raffolent. Donc faites très attention à ça, à tout ce qui est exposé sur Internet, et notamment vos données. C'est le plus important. Et on a aussi, donc notamment, on peut avoir des évasions de VM ou d'instances cloud.
Et donc là, ça serait dans le cas où on a des restrictions qui sont trop faibles sur les machines virtuelles. Donc si, encore une fois, une notion de flux et de contrôle d'accès, faites très attention à ça pour éviter que en fait, les gens puissent sortir de vos machines virtuelles et d'ensuite pouvoir se latéraliser sur tout le cloud. En fait. Faites très attention à ça. Ensuite, donc la notion donc, de manque de visibilité et de perte de contrôle. Donc là, j'ai mis donc, notamment monitoring et maintenance du cloud. En fait, avec l'arrivée du cloud, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont maintenant en fait, très abstraites, puisque gérées complètement par le cloud provider, on va avoir plus de difficultés, notamment à, ce qui n'est pas impossible, mais on va dire que on pourra plus faire de la même manière que ce qu'on faisait avant, notamment pour la partie, on va dire, monitoring réseau. Les moyens traditionnels qui sont les IDS et les IPS, donc en fait, c'est des petites sondes qu'on met sur le réseau, ne fonctionnent pas sur des infrastructures cloud parce que vous ne pouvez pas aller ajouter une IDS directement entre votre switch et votre routeur pour savoir ce qui se passe sur votre réseau. Ça, c'est plus possible. En tout cas, plus de manière physique. Vous ne pourrez plus faire ça. Aussi, le fait que ce soit du cloud maintenant, donc ça introduit donc des architectures un peu plus complexes et beaucoup moins transparentes pour les administrateurs, puisque maintenant vous déployez une machine virtuelle, vous avez un réseau qui est préconstruit, mais vous n'avez pas une idée vraiment claire et détaillée de comment le réseau est construit, comment la machine est interconnectée. On vous dit juste, voilà, vous avez une machine virtuelle, vous y accédez de telle manière et elle est interconnectée avec telle ou telle chose. Vous n'avez pas une idée plus claire que ça de comment ça fonctionne derrière. Donc ça, c'est aussi un autre point un peu plus compliqué pour les administrateurs. Vous avez aussi des coûts qui peuvent être potentiellement imprévus. Ça, c'est des choses qui tendent à s'améliorer sur le temps, surtout que maintenant, on a beaucoup plus d'outils justement pour monitorer les différentes plateformes, mais ce n'a pas toujours été le cas. Donc, ce qui introduisait, donc, par exemple, le fait qu'on sans des contrôles récurrents, et donc, du coup, comme je disais, des outils de gestion de coûts, c'était plus difficile d'adapter les budgets et on pouvait parfois se retrouver avec des factures dont on n'avait pas prévu. Chose qui n'est pas forcément le cas avec du on-prem où vous savez combien vous a coûté l'infrastructure, vous savez qu'en gros, vous avez un coût de maintenance qui est de temps et vous allez rarement, ce qui n'est pas impossible, attention, hein, mais rarement avoir des très très grands écarts, sauf si vraiment vous avez des besoins imprévus de changer certains points de votre infrastructure. Mais ça, c'était un des points notamment un peu compliqués avec le cloud, c'est que vous déployez plein de machines virtuelles, vous faites pas forcément attention, et puis d'un seul coup, la note grimpe très vite, et vous l'aviez pas forcément prévu. Vous avez potentiellement aussi une plus grande complexité pour adapter les systèmes cloud aux politiques de conformité. Donc là, j'ai mis quelques exemples comme le RGPD, l'IPA et la PCI DSS. Donc le RGPD, donc pour toute la partie conformité et protection des données personnelles, donc très importante en Europe et donc aussi appliquée dans le monde. Ça, notamment si vous avez des entreprises à taille internationale, ça peut être complexe d'arriver à stocker les informations au bon endroit et être aussi conforme au RGPD. Ça, c'est un des potentiels soucis. Et donc, IPA et PCI DSS. Donc, IPA, c'est pour la partie santé et PCI DSS, c'est pour toute la partie transactions bancaires, donc qui concerne uniquement les banques. Enfin, en tout cas, tout organisme ayant des transactions ayant des transactions bancaires et étant une banque. Et enfin, ça aussi un des points, la localisation du stockage est parfois un peu floue, enfin de la donnée est parfois un peu floue. Vous avez une idée aussi d'où elle est, mais c'est pareil, vous pouvez pas non plus accéder au disque comme dans une machine physique ou vous savez pas toujours exactement où est votre donnée et notamment le fait que le cloud a tendance aussi, si vous le laissez faire par défaut, à répliquer de la donnée un peu partout. Et si par exemple vous avez eu une intrusion ou quoi que ce soit et que vous cherchez à savoir où sont toutes vos données pour soit les récupérer, les supprimer ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas toujours sûr d'où elle est. Donc ça peut être un potentiel problème. Donc voilà. Ensuite, vol de compte et API non sécurisés. Donc là, j'en parlais un petit peu déjà tout à l'heure, mais notamment, on peut avoir donc des vols de compte. Ça, c'est assez facile, hein. Vous retrouvez des comptes sur le dark web ou quoi que ce soit, ou même via du phishing ou ce genre de méthode-là. Vous récupérez un compte et après, vous avez accès à toute l'instance AWS si la personne était un administrateur. Et là, c'est gagné. Vous avez accès à tout le SI de l'entreprise. Et donc ça, c'est un très gros souci.
Donc, d'où le fait de bien gérer les accès et les rôles pour chacun des utilisateurs. Comme là, je le mets, un utilisateur donc avec des accès trop importants donc, peut causer une violation de données ou une fuite de données. Donc, c'est pareil, même si vous avez des utilisateurs qui ne sont pas forcément malveillants, ils peuvent par inadvertance supprimer de la donnée alors qu'ils n'auraient pas dû, ou la faire fuiter sans le savoir. Et pareil, du coup, donc, des API non sécurisées. Donc aujourd'hui, le cloud est complètement administrable à distance via donc, ce qu'on appelle des API. Donc en fait, ce sont des interfaces de programmation qui permettent de communiquer donc, avec les consoles d'administration du cloud. Et ça, aujourd'hui, tout est quasiment public. Et donc, si vous arrivez à récupérer une clé API ou un compte d'une console d'un cloud provider, bah là, c'est pareil, vous pouvez administrer complètement l'instance cloud si tant est que vous avez les droits suffisants avec le compte que vous avez volé. Et là, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez. Donc ça aussi, c'est un gros point à faire attention. La notion de perte de données, donc là, c'est pareil, assez sensible, c'est assez proche de ce qu'on fait. On a aussi comme souci en on-prem, mais c'est pareil, si vous avez pas de backup, vous n'avez pas une politique de cycle de vie de votre donnée. Donc ça, c'est la notion qu'en gros, votre donnée, surtout dans le cloud, elle va pouvoir être utilisée à elle va avoir un cycle un peu spécifique, parce qu'elle va avoir un cycle où du coup elle va être utilisée, va avoir un cycle où elle ne sera pas forcément utilisée, donc stockée dans des bases de données un peu différentes jusqu'à ce qu'elle soit archivée, et puis répliquée si besoin. La perte de vos clés de chiffrement, ça c'est pareil, vous chiffrez vos données, mais si vous perdez vos clés de déchiffrement, bah, vous perdrez tout. Et là, pas moyen de récupérer vos données. Donc, si vous avez un manque de redondance et que le provider a un problème, c'est pareil. Et ça, je ne l'ai pas forcément mis, mais j'aurais pu le remettre. Si vous êtes que chez un seul cloud provider et que vous avez par exemple pas forcément répliqué donc, vos serveurs, vos données chez un autre cloud provider, et que votre provider, par exemple AWS ou OVH, donc là c'est l'un des meilleurs exemples, et que vous avez toutes vos données chez lui, et que par exemple, bah, ça arrive, hein, le data center brûle, et bah, vous perdez tout. Donc d'où l'importance d'avoir des backups et une réplication des données ailleurs que chez un seul provider ou même que juste chez vous en on-prem. Ça faut faire super attention. Pareil, s'il se fait hacker, s'il y a une catastrophe naturelle ou un incendie, donc voilà, enfin, vous avez l'idée. Faites attention à ça et ayez de la redondance, donc que ce soit un autre provider ou de la réplication et des backups soit en interne ou ailleurs, peu importe, mais ayez de la redondance. Et enfin, donc l'absence par exemple d'un plan de reprise d'activité après incident. Donc si vous n'avez pas de plan en gros de après crise ou pendant la crise pour faire face à par exemple à une attaque par ransomware par exemple, et bah, vous pouvez perdre toutes vos données et avoir potentiellement des impacts plus importants sur la continuité d'activité de votre entreprise. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et enfin, dernier risque, donc les menaces intérieures est probablement l'un des plus gros risques, je pense. Donc là, je l'ai mis avec un point d'exclamation, mais vraiment faites attention à vos utilisateurs. C'est souvent les utilisateurs de votre propre entreprise qui vont vous créer des problèmes, notamment sur la gestion des droits. Si vous avez des utilisateurs avec des accès trop importants, ils peuvent vous causer des problèmes, ils vont pouvoir peut-être vous créer des machines virtuelles non prévues. Et donc ça va impacter vos coûts, ça peut créer des potentielles failles parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les bonnes notions de sécurité. Et ils vont, ça se trouve, ouvrir des choses qui sont pas bonnes et potentiellement dangereuses pour votre entreprise. Et donc ça rentre aussi du coup dans un autre risque qui est le shadow IT. Donc en gros, c'est toute la partie informatique, vos services, applications, machines virtuelles qui ne sont pas gérés directement par votre service informatique ou cyber et qui du coup sont complètement qui ne sont pas sous vos radars et dont vous n'avez absolument pas conscience. Donc ça, faut faire très attention à ça. Donc pareil, donc vos utilisateurs peuvent accéder à de la donnée sensible et potentiellement la faire fuiter. Et enfin, encore une fois, supprimer potentiellement des données ou altérer des données de manière accidentelle. Donc faites attention à ça. Un des plus gros soucis, je pense. Maintenant, donc on a vu comment, enfin les différents risques. Et donc maintenant, on va voir comment le sécuriser, ou en tout cas excusez-moi, certaines bonnes pratiques à mettre en place pour avoir une infrastructure cloud de meilleure qualité et mieux sécurisée. Donc 5 points.
Tout d'abord, donc, je vais vous présenter un peu mon idée et ce que j'ai pu trouver d'intéressant d'une architecture sécurisée. Donc réintroduire donc la notion de chiffrement et pourquoi il faut le faire. Le fait de faire des audits réguliers, donc que ce soit des audits ou des pentests par exemple, même du red team, pour aller plus loin. Une notion plus sur les procédures et tout ce qui va être législatif ou en tout cas pour vous protéger en termes d'assurance aussi notamment. Donc qui sont notamment donc le PRA et le SLA. Et enfin, un point aussi très important, c'est la formation et la sensibilisation donc de vos utilisateurs et de vos administrateurs. Alors, on commence donc par l'architecture sécurisée. Donc quelques solutions donc pour une architecture sécurisée. Donc je vous ai déjà parlé de certains points, mais une chose importante donc notamment donc c'est l'ouverture et la gestion de vos flux réseau. Ouvrez les flux vraiment strictement nécessaires à l'utilisation de vos services et de vos applications. Extrêmement important, ça c'est l'un des premières choses à faire. Protéger et limiter donc vos services exposés à Internet. Donc ça, très très important, hein. Ça, tout ce qui est exposé sur Internet, en fait, ça va vraiment être la porte d'entrée pour les attaquants, si ce n'est pas en interne. Donc, si vous gérez votre surface exposée, déjà, c'est un gros point positif pour vous protéger. Ensuite, donc créer des règles de communication entre les différentes instances et les bases de données. Donc, j'avais pas forcément le terme pour les autres, mais là, je pensais notamment au security group. Donc, ça rejoint un petit peu la notion des flux strictement nécessaires. Donc, en fait, c'est le fait de créer donc ce qu'on appelle en réseau sinon des ACL, donc des access list, access control list. En gros, l'idée c'est une sorte de firewall en fait, hein. C'est de dire j'autorise tel type de flux à communiquer avec tel autre flux, enfin vers telle adresse, avec tel port, avec tel type de données. Bah, j'autorise ce flux-là à sortir vers cette machine, par exemple. Chiffrer vos données, donc aussi bien donc at rest, donc ça c'est quand elles sont stockées en base de données et qu'elles sont pas du coup en transit. Donc en transit, du coup, c'est quand elles sont envoyées vers l'application ou vers le client. Ou chiffrez-les donc dans les deux cas. Parce qu'il y a des cas où elles sont juste chiffrées dans le canal de communication, mais pas forcément dans les bases de données. Donc c'est un gros souci. Mettez en place donc des solutions d'analyse de paquets réseau entrant et sortant. Donc ça va être donc un WAF. Donc ça, c'est pour être la partie plutôt applicative, enfin et web, donc le Web Application Firewall et un firewall classique du coup, donc pour la partie purement réseau. Monitorer toute votre activité. Donc là, on va le revoir un petit peu après, mais vous avez différents outils pour ça. Donc que ce soit par exemple un EDR, que ce soit un SOC qui va vous aider à monitorer et à observer tout ce qui peut se passer sur votre réseau. C'est très important. Mettez en place donc une politique de gestion d'accès par rôle, donc via la notion de RBAC pour Role-Based Access Control. Ça, en fait, l'idée, c'est d'avoir pour chaque type de métier ou de poste, en fait, un type de rôle et d'accès spécifique à ce poste. Et on peut même aller plus loin que ça. Vous avez notamment la notion en fait de rôle temporaire. En fait, et selon ce que vous avez besoin de faire, vous allez pouvoir demander un rôle avec des accès particuliers pour effectuer une action spécifique. Et une fois cette action terminée, vous allez perdre ces accès-là à nouveau et revenir avec des accès plus limités en tout cas, ou nécessaires pour votre activité. Ensuite, à nouveau, mettez donc en place des solutions donc, pour toutes les étapes de cycle de vie de votre donnée. Donc, des bases de données rapides pour lorsqu'il va falloir accéder rapidement à de la donnée et vous allez faire par exemple des calculs et vous allez avoir besoin d'avoir un accès à la donnée très rapide pour pouvoir l'utiliser. Des bases de données plus classiques, donc lorsque vous avez des données donc, que vous utilisez moins souvent, vous allez requêter moins souvent, donc qui sera donc moins consommateur et moins cher par la même occasion. Donc le mettre dans des bases de données plus classiques, ensuite l'archiver et avoir aussi d'autres backups pour des données. Donc soit vous décidez de ne plus du tout toucher et vous avez besoin d'avoir des archives parce que c'est réglementaire et que vous avez besoin de conserver certaines données pendant plusieurs années. Et puis évidemment des backups et de la redondance pour éviter de perdre toutes vos données si tant est que vous vous faites attaquer. Et enfin, point très important, donc j'ai commencé un petit peu à parler, mais c'est tenir une liste à jour de vos machines et services exposés à Internet et en interne, et encore plus en externe. Ça aujourd'hui, c'est un point extrêmement important de connaître en fait ce qu'on appelle sa surface d'attaque. La surface d'attaque, en fait, c'est quoi? C'est en fait toutes les machines, services
sur lequel un attaquant peut aller scanner, regarder ce qui se passe et potentiellement rentrer dans votre système. Donc si vous avez une bonne liste, une liste complète surtout, de toutes les machines et services qui sont exposés sur Internet, ça va vous donner déjà une bien meilleure idée, une connaissance de savoir ce que vous devez protéger, comment le protéger, et du coup mettre en place les solutions nécessaires pour protéger tout votre parc informatique. C'est extrêmement important. Ensuite, donc un exemple assez, on va dire, simple d'une architecture sécurisée cloud. Donc ça peut se rapprocher un peu aussi de ce qu'on peut retrouver en on-prem, mais dans l'idée, ça serait ça en termes de cloud. Donc à gauche, vous avez donc les utilisateurs, en bas, les 3 petits bonhommes bleus, et à gauche, donc le hacker derrière son PC avec son masque, qui vont accéder donc à votre cloud, à votre infrastructure cloud depuis Internet. Pour les premières protections, donc ça va être donc toute la partie donc réseau, donc votre WAF pour la partie application, le firewall tout court, une protection pour DDoS pour éviter donc les différents dénis de service, des load balancers pour rediriger les flux réseau afin que vous n'ayez pas une instance de votre cloud qui soit complètement sous l'eau parce qu'il y a trop de requêtes. Donc ça va déjà être ce genre de choses. On va introduire aussi la notion donc d'IAM, donc de gestion des identités, donc avec la notion de airbag qu'on a discuté juste avant, donc role-based access control. Une fois qu'ensuite vous arrivez donc sur votre serveur et vos bases de données, donc là vous voyez en rouge les 2 cercles rouges, donc c'est les fameuses security groups, donc avec la notion donc d'ACL pour encore plus restreindre et limiter au strict nécessaire les flux qui interviennent entre ces 2 instances. Donc vous voulez par exemple que uniquement par exemple le serveur puisse aller lire de la donnée ou écrire de la donnée sur votre base de données, mais que par exemple que votre utilisateur en bas, lui, ne puisse que la lire, mais pas écrire dessus. Donc il y a par exemple que l'application qui puisse écrire sur la base de données. Et donc ça va se gérer notamment via les security groups, les rôles IAM et d'autres choses comme ça. Donc évidemment, encore une fois, la partie chiffrement. Donc chiffrer vos données dans vos bases de données et en transit entre donc les différentes étapes. Vous pouvez voir aussi à droite, donc là j'ai mis une petite caméra, donc ça va être toute votre partie monitoring. Donc analyser tout ce qui se passe sur votre réseau, donc que ce soit la partie purement réseau, la partie log applicatif, log de base de données, log de l'activité des utilisateurs. Il faut loguer le plus de choses possible pour savoir exactement tout ce qui se passe sur votre infrastructure. Et ensuite, tous ces logs-là, vous allez pouvoir les envoyer donc à un SOC, qui lui, donc le SOC, c'est le Security Operations Center, donc qui lui va avoir vraiment la charge de surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute activité qui se passe sur l'infrastructure donc, dont vous lui avez donné les accès, enfin demander en tout cas la surveillance. Et donc lui, il va analyser donc les différents logs que vous allez lui remonter, donc applicatifs, réseau, tout ça. Et après, via des règles, il va venir vérifier s'il n'y a pas des comportements douteux ou malveillants. Et donc, du coup, dans le cas où il y a des comportements malveillants, remonter une alerte et avoir potentiellement des actions de remédiation pour vous protéger. Et en plus de ça, j'ai mis en haut à gauche la partie compliance et audit. Donc là, notamment via les différents outils mis à disposition par les cloud providers, où vous allez pouvoir de manière régulière et en temps réel checker toujours le niveau de sécurité, de conformité de vos infrastructures, de vos différentes instances, afin de vérifier, par exemple, je sais pas, est-ce que vous n'avez pas ouvert un port trop, enfin dangereux sur Internet est-ce que vous n'avez pas, je sais pas moi, laissé activer le debugging, donc du coup n'importe qui essaierait de regarder votre application et qui provoquerait des erreurs pourrait voir ce qui se passe, des choses comme ça. En gros, vous allez avoir toute une liste qui sont pré-créées par les différents cloud providers pour vous dire, bah là, attention, vous avez telle chose qui pourrait être un risque, ça c'est bon, vous êtes bien protégé niveau réseau, vous avez bien mis en place vos ACL, tout ça, vous avez des rôles qui sont suffisamment, qui sont bien limités, tout ça. Voilà l'idée. Hop. Partie chiffrement, donc assez rapidement, donc chiffrez votre donnée à toutes les étapes. Donc le chiffrement transit, donc lorsque votre donnée est envoyée entre une application et ou un utilisateur, et aussi et entre la base de données et l'application par exemple.
Le chiffrement donc à 13 donc, en base de données lorsque les données donc ne sont pas utilisées, simplement. Stocker vos clés de chiffrement donc dans un espace différent du stockage de données. Donc pour ça, vous avez, on va dire, 2 solutions principales qui sont soit via un tiers de confiance, donc soit vous allez stocker vos clés, dans des coffres-forts en fait qui sont gérés par des entités tierces ou via en tout cas une application tierce ou peu importe et vous allez les stocker dedans. Donc eux, leur seul but, ça va être de protéger vos clés et vous donner accès uniquement quand vous en avez besoin. Ou alors vous pouvez aussi, stocker vos clés donc, dans un autre espace complètement segmenté de la partie de vos données, avec encore une fois là, un accès uniquement par exemple en lecture sur certaines clés, pour éviter évidemment aussi de les altérer et de les perdre, et afin de pouvoir, venir déchiffrer de la donnée uniquement quand vous en avez besoin. Et évidemment donc sur des instances différentes de vos stockages et tout et tout. Voilà. Donc des audits réguliers, donc auditer, donc monitorer votre cloud, donc comme j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant avec l'architecture. Donc réaliser des audits via des acteurs internes ou externes. Donc soit vous le faites de manière déjà interne via les outils déjà mis à disposition par le cloud, ou vous pouvez aussi demander à un acteur externe complètement indépendant, donc de vérifier, de réaliser un audit de votre infrastructure, de votre, du coup, de comment vous avez mis en place vos différentes instances. Et il va vous dire, bah, du coup, est-ce que vous êtes bon, les choses à remonter et améliorer. Utiliser donc encore une fois donc les outils cloud mis à disposition. Donc là, je vous donne quelques exemples, notamment pour AWS, parce que c'est ce que je connais mieux aujourd'hui. Donc avec notamment Inspector, CloudTrail, AWS Config et Guard. Donc globalement, c'est des outils, Inspector, c'est pour toute la partie vulnérabilité, CloudTrail, c'est pour tout ce qui va être remontée de log. L'AWS Config, ça va être pour tout ce qui va être la partie conformité. Et Guard, ça va être pour tout ce qui est la partie plus purement sécurité. Donc lui, par exemple, il va aller checker les règles des ACL, les règles des security group et il va vous dire si c'est bon ou pas, quoi, globalement. Réaliser donc des tests d'intrusion pour vérifier donc le niveau de sécurité de vos applications et de votre architecture, très important. Si vous avez la possibilité de le faire, essayez de le faire le plus souvent possible, le mieux étant, on va dire, à peu près 1 fois, 2 fois par an, grand max. C'est déjà beaucoup. Donc utiliser donc des outils de monitoring et de prévention. Donc là, on réintroduit donc la notion notamment d'EDR, donc qui est très à la mode aujourd'hui, avec une évolution qui va vers donc l'XDR. L'EDR déjà, c'est quoi? Donc c'est Endpoint Detection and Response. Globalement, c'est un antivirus nouvelle génération, on va dire, avec donc il y a une partie antivirus qui va venir checker donc les différentes signatures des potentiels logiciels malveillants. Mais lui aussi, ce qu'il va faire l'EDR, c'est qu'il va faire de la détection et de l'analyse comportementale. Dans l'idée qu'il va analyser ce qui se passe sur la machine. Il va voir par exemple si par exemple il y a un fichier qui est exécuté qui n'a pas été identifié à la base comme logiciel malveillant, mais qui voit que tout de suite il va aller essayer de tenter de se connecter à une IP inconnue et qui a déjà, enfin pas forcément connue justement, mais une IP qui a été classifiée comme un potentiel EC2, pas EC2 pardon, un potentiel C2. Donc c'est un command and control. Donc en gros c'est un serveur qui permet de piloter à distance des actions pour un hacker. Par exemple, s'il y a ça qui se passe, votre EDR, s'il connaît cette IP et qu'il l'a dans sa blacklist, dans sa blocklist, il va tout de suite remonter une alerte, il va stopper le processus et il va empêcher donc la potentielle compromission de votre machine. Donc voilà pour la partie EDR. Ensuite, donc utiliser donc des services de détection et de réponse à incidents, donc un SOC, si possible, et un CERT. En général, ça peut être c'est souvent de pair. Donc pour analyser et avoir une surveillance de votre infrastructure en temps réel et continu. Et puis enfin, voilà, auditer donc vos différentes infrastructures et applications par rapport aux lois et standards en vigueur. Donc à nouveau encore le RGPD, l'IPA et PCI DSS, en fonction de ce que vous avez besoin, pour lequel vous avez besoin d'être conforme. La notion donc de PRA et de SLA, donc le plan de reprise d'activité, et le SLA, donc c'est le Service Level Agreement. Donc déjà la partie plan de reprise d'activité, donc c'est quoi? Donc c'est dans le cas où vous êtes fait compromettre. Donc l'exemple le plus classique étant le ransomware, on va dire. Donc vous avez perdu toutes vos données, ou en tout cas toutes vos données sont chiffrées, vos services et votre activité métier est complètement à l'arrêt. Et comment est-ce que vous faites pour revenir à un niveau nominal d'activité? Et pour ça, on crée des procédures.
afin de pouvoir savoir quoi faire en cas de crise. Et donc, d'un point de vue IT, en tout cas, et sécurité, déjà, il va falloir donc identifier vos systèmes et vos applications les plus critiques afin de les protéger en priorité. Parce que, en gros, savoir qu'est-ce qui permet de faire tourner votre entreprise et quelles applications, donc les identifier tout de suite. Créer des sauvegardes régulières, protéger donc ces systèmes en priorité, ajouter de la redondance donc pour ces systèmes et applications. Et encore une fois, donc, ne pas être dépendant d'un seul cloud provider. Donc, si vous, pour certaines applications critiques, si vous êtes encore une fois évidemment sur le cloud, ayez donc par exemple un backup de toute votre infrastructure, donc complètement en miroir sur un autre cloud provider. Pas forcément besoin qu'il soit allumé tout le temps. À la limite, vous faites des backups de temps en temps dessus pour qu'il soit toujours à jour. Mais que dans le cas où, si jamais votre instance, par exemple AWS, se fait compromettre, bah, vous puissiez, par exemple, en relancer une autre chez Azure ou GCP, et que vous puissiez, du coup, de manière quasiment transparente, pouvoir continuer votre activité le temps que vous remettiez en marche l'instance qui s'est faite compromettre. Et enfin, donc le négocier, adapter donc vos SLA en fonction de vos besoins. Donc le SLA, en fait, c'est quoi? C'est votre, on va dire, c'est votre niveau de support. Dans l'idée que plus votre SLA, plus vous allez en tout cas avoir besoin d'avoir une assistance support sur votre infrastructure rapidement et efficace, et plus vous allez vouloir avoir des contacts directs et pas en tout cas avoir des délais très longs, et plus donc là vous allez payer cher par contre, mais plus vous serez protégé et assisté rapidement selon donc les besoins que vous avez. Ça c'est très important aussi d'avoir un bon SLA. Et enfin, sujet assez important, même très important j'ai envie de dire, c'est la formation et la sensibilisation de vos utilisateurs. Donc en premier lieu, évidemment, former vos équipes IT qui vont avoir la responsabilité donc d'administrer toutes les solutions du cloud, toutes les solutions du cloud, et donc les former donc à ce qu'est le cloud et en fonction évidemment donc des différents providers que vous utilisez, avoir des formations spécifiques, former et sensibiliser donc vos utilisateurs à l'utilisation aussi de ces plateformes cloud, avec des formations adaptées pour l'utilisation, soit de manière bureautique ou en tout cas du point de vue d'un utilisateur classique. Donc les sensibiliser au risque du cloud et à ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et enfin, vous pouvez aussi engager des potentielles prestations pour ça. Allez, je termine rapidement, on est quasiment à la fin là. Donc les points à retenir, donc je vous en ai mis 3, il y en aurait peut-être d'autres, mais c'est les 3 que j'ai trouvé intéressants. Donc éviter le provider lock-in, donc en gros, éviter tout simplement de rester chez un seul cloud provider. Aujourd'hui, en tout cas, dans les dernières études qui ont été réalisées, la plupart des entreprises qui utilisent du cloud utilisent à minima 2 cloud providers, voire 3. Nous, je sais qu'ici, chez Veolia, on en a 2. En tout cas, on est chez GCP et AWS. Et on a peut-être un peu d'Azure aussi pour certaines choses. Enfin bref, n'ayez pas peur d'être chez différents clients. Justement, ça vous évite aussi de stocker toutes vos données et d'être complètement bloqué par les processus d'un seul cloud provider. Parce que aussi, le problème avec les cloud providers, que je n'ai pas forcément mis, mais c'est qu'ils vont avoir plein de solutions propriétaires qui, sur le papier, sont super bien, et en fait, en soi, dans les faits, sont très bien. Mais le problème, c'est que le jour où vous allez vouloir migrer vers un autre cloud provider parce que, je sais pas, il est trop cher, ou vous avez des fonctionnalités qui vous intéressent ailleurs, ou même si vous voulez revenir sur du on-prem, bah, vous allez avoir potentiellement des soucis pour récupérer vos données parce qu'elles vont être formatées dans un format un peu spécifique, parce que c'est propriétaire à certains types de bases de données ou quoi créées par ces cloud providers. Et donc ça peut être un souci. Donc faites attention à ça. Évidemment, implémenter donc tous les fondamentaux de la sécurité, donc les bonnes pratiques pour l'architecture de votre cloud, les services exposés, tout ce genre de choses-là. Implémenter ces bonnes pratiques-là, ça paraît logique, mais il faut penser à le faire tout le temps et comme il faut. Et enfin, donc le point qu'on a vu juste avant, former et sensibiliser vos utilisateurs. Si vous avez des utilisateurs qui sont formés et sensibilisés aux différents risques, à la sécurité, à comment utiliser des services informatiques de la bonne manière, et ben déjà, c'est un gros plus, et ça sera une menace du coup en moins, puisque vous aurez supprimé potentiellement la menace interne. Voilà, j'en ai fini. Il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Et je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas.